Non, il est l'heure de commencer la lecture, vous voulez? Hein? Allez, on y va. Je vous ai fait un petit résumé. Alors bon, pour ceux qui ont raté le début, hein, je vais tout reprendre depuis le début, mais essayez de le faire rapidement. Hein, on parle donc voilà. Au début, il y a un prologue dans lequel on parle d'une femme qui s'appelle Nadine, qui est danseuse russe et qui a décidé d'aller à Londres pour faire chanter un ancien comparse, enfin plutôt son patron d'ailleurs, un roi de la cambriole, et pour une histoire de diamant, et elle essaye de le faire tomber parce qu'en fait il prend sa retraite et qu'elle aimerait bien le faire payer. Voilà, elle va donc passer une journée à Londres alors qu'elle est à Paris. Une nuit à Londres plutôt. Ensuite, on passe à la fille Anne, une fille qui est la fille d'un anthropologue, et l'anthropologue et qui rêve d'aventure. Elle rêve énormément d'aventure. Elle voudrait se barrer de son petit village. Et en fait, son papa décède à la fin de ce chapitre. Il décède d'une embolie pulmonaire, ou plutôt d'une pneumonie, d'une grosse pneumonie. Voilà, et donc là, elle est un peu embêtée, et gravement embêtée même, parce qu'elle n'a pas du tout d'argent, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'héritage. Donc après la proposition du médecin de l'épouser, qu'elle refuse, parce que franchement, c'est pas l'aventure, le notaire qui habite Londres l'invite à venir à habiter avec elle et sa femme. Et ce qu'elle fait, parce qu'elle se dit, à Londres, il va m'arriver des choses. Et effectivement, un jour, dans le métro, un homme qu'elle observait depuis un moment dans le costume puait la naphtaline, se retourne vers elle et a l'air de voir quelque chose d'affolant derrière elle. Il recule, il tombe dans le métro, on le remonte, il est mort. Et un médecin que Anne soupçonne un peu d'être un faux médecin parce que la façon dont il examine ne lui paraît pas claire, examine-le, puis à un moment, il s'enfuit vers l'ascenseur. En s'enfuyant, un morceau de papier tombe à ses pieds. Sur ce morceau de papier que Anne ramasse, il y a écrit 5 chiffres, 17 122 Kilmorden Castle. Voilà. Et donc, elle ne sait pas ce que c'est. Elle rentre chez les Fleming qui la logent. Donc, elle essaye de savoir. Elle va à Scotland Yard, fait une déposition. Et le lendemain, en fait, il s'avère que dans la presse, elle apprend qu'une femme a été trouvée morte, étranglée dans une villa dans la proche banlieue de Londres, et qu'on avait retrouvé dans les poches du mort du métro l'adresse de cette villa avec un visa de visite. Voilà. Donc elle fait un lien entre les deux affaires et elle décide, elle, d'enquêter. Donc elle va voir le directeur de journal pour essayer d'obtenir le fait qu'elle a des renseignements puisqu'elle a ce papier. Elle voudrait faire un papier. Il lui dit que oui, si elle fait ses preuves. Donc elle va à la villa. Elle essaye de trouver quelque chose. Elle fait parler la concierge. Elle fait parler la concierge et la concierge lui dit qu'une femme qui s'est passée pour Mme Castina est arrivée. Quelques minutes avant, un autre homme, un complet marron, avec une... alors oui, l'homme du métro, le médecin, avait une barbiche, mais celui-là, l'homme au complet marron, était glabre et il avait le menton un petit peu brillant. Et donc, Anne pense que s'il est brillant, c'est qu'il avait eu un postiche qu'il avait enlevé et qu'il restait un peu de colle. Voilà. Et donc cet homme, c'est celui qui a rendu les clés alors que c'est la femme qui était venue les prendre, donc elle n'a pas revu la femme. Et donc on soupçonne que ce soit cet homme que tout le monde se met à rechercher, l'homme au complet marron qui aurait tué cette Madame Castina, enfin soi-disant Castina. Bon, là-dessus, quand elle est à la villa, Anne fait une découverte, un rouleau de pellicule qui sent la naphtaline parce qu'il y a un petit bout de tissu accroché dessus. Elle se dit que c'est donc l'homme au complet marron qui avait dû les prendre dans la poche du mort du métro et qui les a perdus en luttant avec la femme. Voilà. Elle va faire développer la pellicule, rien dessus, la pellicule est vierge. Elle en est pour ses frais et quand elle ressort, elle voit en vitrine d'un opérateur de voyage, elle voit... un bateau qui s'appelle le quelque chose Castle. Ça lui fait penser à son petit papier. Elle rentre et au flanc, elle dit « Voilà, donnez-moi un billet sur le Kilmorden Castle. » Et finalement, oui, c'est un bateau qui part le 17, comme sur son papier, 17 121, qui part le 17. Et donc, du coup, elle prend un billet, elle met toutes ses économies dedans et elle prend un billet de première pour y aller. Voilà. Oui, elle fait donc la connaissance de Sir Eustache Pedler, qui n'est autre d'ailleurs que le propriétaire de la villa, qui se retrouve sur ce bateau par hasard parce que son secrétaire lui a dit que pour l'État, il devait absolument emmener un papier en Afrique du Sud. Donc il y va, il est affublé d'un deuxième secrétaire qu'on ne voit pour l'instant pas, dont il ne voulait pas, mais qu'on l'a menacé s'il ne le prenait pas, de s'en prendre à son premier secrétaire.
Et il y a aussi Miss Blair, qui est une femme totalement élégante et totalement extraordinaire que tout le monde adore. Le colonel Race, qui a l'air complètement fou de Miss Blair. Et un révérend père, le révérend père Chichester, en plus donc de Pedler et de Sir Eustache. Pedler et de son secrétaire. Et de ses 2 secrétaires. Voilà, bon, il y a un moment, comme Anne est malade, très très malade sur le bateau, au bout de 3 jours, elle commence à sortir quand on arrive en vue de Madère, mais en fait, Mrs. Blair, qui commence à sympathiser avec elle, lui dit qu'elle ferait mieux de changer de cabine et de prendre une cabine avec vue sur la mer, que ça serait plus facile pour elle, elle aurait moins mal au cœur. Et donc c'est ce qu'elle fait, on veut lui donner la cabine 13, elle est trop superstitieuse, elle veut pas, on lui donne la 17, mais la 17 a déjà été promise à quelqu'un d'autre. Tout le monde se dispute pour la 17, la 17, la 17. Et en rentrant, finalement, Anne se demande si c'est pas parce que en fait, le 17 serait pas le numéro de la cabine plutôt que la date et que le 22 serait la date et l'heure à laquelle se passerait un événement dans cette cabine. Finalement, elle l'obtient, le commandant lui donne. Donc, elle se retrouve dans la cabine et elle attend. Elle attend l'événement. Et à 1h du matin, effectivement, tout à coup, un homme entre en trombe. Il faut qu'on le cache. On veut absolument, on veut absolument on en veut à sa personne. Et finalement, elle le cache. Et c'est une femme de chambre qui frappe à la porte pour dire que elle cherche un monsieur un peu saoul parce qu'en fait il cherchera à rentrer dans une cabine, mais Anne ne dit rien. Et quand elle revient, l'homme ne répond pas, il s'est évanoui, il est blessé, elle essaye de le penser, il se réveille et là, catastrophe, c'est un mec mal embouché, il veut absolument pas qu'elle s'occupe de lui, il ne veut pas non plus la remercier. Il se réévanouit à nouveau, elle le bande, et finalement il s'en va, mais un peu vraiment pas sympa, et la prenant de très haut, et ne voulant surtout pas lui dire merci de lui avoir sauvé la vie. Donc, le lendemain, elle monte sur le pont, et elle sympathise avec Mrs. Blair un peu plus, qui lui dit en fait, Mrs. Blair, que le colonel est plutôt très amoureux d'elle, enfin pas amoureux d'elle, mais admiratif de sa personne. Ensuite, elle discute avec le révérend père, hein, et à un moment comme ça, Sir Eustache ramasse un mot qu'elle n'arrive pas à lire, c'est dommage, parce qu'elle aurait bien aimé le lire. Hein. Ensuite, il est très étrange, ce révérend père, parce qu'en fait, dès qu'elle parle d'un mec qui a été un jour, quelqu'un parle de quelqu'un qui a été un jour, un cripen qui a été arrêté sur le bateau, il lâche sa tasse. Donc, elle le soupçonne pas mal. Ensuite, on passe dans le journal de Eustache Pedler, qui nous confie tous ses doutes qu'il a au sujet de Paget et de son voyage en Italie, de ce 2e secrétaire qu'il a eu. Il se demande pourquoi c'est lui qu'on a envoyé pour donner cette lettre, alors que le colonel Race, apparemment, est un espion au service de Sa Majesté, que ça aurait été quand même bien de lui confier à lui. Bon, toujours est-il... il nous révèle aussi ce qu'il y avait sur le mot que lui a ramassé, donc, quand l'autre l'a laissé tomber. Et ce qu'il y avait, c'était « N'essayez pas de faire jeu à part, vous vous en trouverez mal ». C'est une genre de menace. Ensuite, il y a une soirée déguisée qui se déroule et le colonel Race parle d'Afrique du Sud et de diamants. Et là, on en vient à parler de cette affaire d'Hebert dont on parlait au début dans le prologue, hein, un braquage dont en fait 2 jeunes hommes avaient été accusés. Et le jeune homme en question était un fils de personnes assez riches. Finalement, il avait négocié, il n'y avait pas eu de procès, mais il avait négocié. Et il avait entaché sa famille, son père en était mort, et lui était parti faire la première guerre, et en était mort aussi, pour racheter l'honneur de sa famille. Et finalement, on apprend qu'il avait un héritier, un seul héritier, et cet héritier, c'est le colonel Race. Coup de tonnerre, n'est-ce pas? Et puis ensuite... on repart sur le discours, c'est Anne qui raconte, donc elle a besoin d'une confidente et elle va choisir pour confidente donc Mrs. Blair. Elle voudrait bien qu'elle l'aide, elles deviennent très copines. Elle l'appelle donc Suzanne. Elle apprend aussi en cherchant la cabine de Mrs. Blair qu'il n'y a pas de femme de chambre qui travaille la nuit. Donc la femme de chambre qui est venue cette nuit-là n'était pas une femme de chambre. Et Mrs. Blair l'aide puisqu'elle a un gros talent de dessin. Elle lui dit « mais vous êtes sûr que c'était une femme ?» Et l'autre lui dit « non, finalement il était très grand. » Elle lui fait un croquis, elle lui met des attributs féminins et elle se rend compte que finalement cette femme, Anne se rend compte que ce n'était autre que le révérend père Chichester qui s'était déguisé en femme. Donc, toutes les deux, elles font des déductions, elles
parlent, elles font des discussions sur la cabine, et elles se disent, mais vous savez, finalement, c'est pas un espace, c'est une petite tâche, donc il faut pas se fier à l'espace, donc la cabine, c'est peut-être juste, le chiffre, c'est peut-être 1, 71, et 71, c'est la cabine de Suzanne. C'est la cabine de Suzanne que lui a donné le commandant après le départ, parce que cette cabine devait être la cabine, tenez-vous bien, de Nadine, la danseuse russe, qui, elle, n'est pas venue, aux grandes dames du commandant de bord. Donc, cette Nadine, donc en fait, elle se dit, mais est-ce que c'est pas dans cette cabine qu'il aurait dû se passer? Qu'est-ce qui s'est passé donc à 1h du matin dans la vôtre? Elle dit, mais moi, il s'est passé effectivement quelque chose, dit Suzanne. Il s'est passé qu'il y a une bras qui est sortie d'une sorte de bouche d'aération et qui m'a envoyé dans la cabine une pellicule photo. À faire une pellicule, mais ça lui rappelle quelque chose. Montrez-la moi. Elle la montre. La pellicule est un peu lourde. Elle l'ouvre et finalement, dans la pellicule, il y a des cailloux. En fait, ce ne sont pas des cailloux, ce sont des diamants bruts, des meilleurs diamants bruts. Aïe, aïe, aïe. Elles font des déductions et elles se disent que Nadine pourrait être la morte qui a été découverte dans la villa, voilà, et que l'homme au complet marron pourrait être le secrétaire, enfin le deuxième secrétaire de Eustache Pedler qui se fait appeler Rayburn. Puisque là, elles l'ont vu parce qu'il est sorti de sa cachette à un moment et elle l'a vu et elle trouve des similitudes, ça pourrait être le médecin, ça pourrait être, voilà. Donc elle se dit, et alors là, tout à coup, grand étonnement de Suzanne, Anne refuse catégoriquement que Rayburn, cet homme au complet marron, soit le coupable du meurtre de Nathalie. Eh oui, pourquoi? Mais parce que tout à coup, elle a eu un coup de cœur énorme pour ce type et elle est tombée raide amoureuse de lui. Donc voilà, on en est là. Elle était bien intéressante, l'histoire que vous nous avez racontée hier, dis-je le lendemain au colonel Reiss, accoudé sur le parapet du pont à côté et respirant avec délice la brise parfumée. Laquelle? L'histoire des diamants. Dès qu'il s'agit de diamants, les femmes tiquent. Oui, c'est vrai. À propos, qu'est donc devenu l'autre jeune homme? Vous dites qu'il y en avait deux. Le jeune Lucas? Eh bien, on ne pouvait le juger sans juger l'autre. Il a été remis en liberté, lui aussi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après? Il a fait la guerre et s'est conduit très courageusement. Il a été porté sur la liste comme blessé et disparu. On le croit mort. Le visage du colonel Reiss était semblable à un masque. J'eus plus de succès en interviewant le steward de nuit. À l'aide d'un petit encouragement financier, il ne demanda pas mieux que de parler. La dame n'a pas eu peur, n'est-ce pas, Miss? Je crois qu'il s'agissait d'un pari. Peu à peu, je tirai de lui toute l'histoire. Au cours de la traversée du Cap, en Angleterre, un des passagers lui avait confié le rouleau de pellicule en lui recommandant de les jeter par le trou du ventilateur de la cabine 71 le 22 janvier à 1h du matin pendant le retour vers le sud. C'était, lui avait-il dit, en le rémunérant généreusement, un pari avec la passagère qui occupait la cabine. Comme Mrs. Blair changea de cabine presque aussitôt, grâce à l'amabilité du commissaire de bord, il ne vint pas à l'idée du steward qu'elle pût être une autre. Le nom du passager en question était Carton. Ça vous rappelle rien, c'est le mort du métro. Et son signalement correspondait exactement à celui de l'homme tué dans le métro. De cette façon, un mystère au moins était éclairci, et les diamants, manifestement, représentaient la clé de la situation. Ces dernières journées sur le Kilmorden Castle passèrent plus vite. Plus nous approchions du Cap, plus je me rendais compte des difficultés de la tâche. J'avais à surveiller Mr. Chichester, Sir Eustache, son secrétaire, le colonel Reiss. Je ne pensais presque plus à Mr. Paget, lorsqu'un nouvel entretien vint à nous faire germer le doute dans mon esprit. Je n'avais pas oublié son incompréhensible émotion le jour où l'on avait parlé de Florence, et je saisis le premier prétexte venu à la veille de l'arrivée du paquebot pour lui demander « Aimez-vous Florence? J'ai toujours eu envie d'y aller. »« Oh oui, Miss Bedingfeld, veuillez m'excuser, j'ai des lettres à taper pour Sir Eustache. »« Non, non, m'écriai-je en le retenant fermement par le pan de son veston, vous ne vous en irez pas.
Je suis sûre que Sœur Eustache vous en voudrait de me laisser seule. Pourquoi ne voulez-vous jamais parler de Florence, monsieur Paget? Avouez que vous y avez un secret coupable. Ma main reposait encore sur son bras et je le sentis tressaillir. Mais non, Miss Bedingfeld, mais non, je vous assure, je vous en parlerai volontiers. Mais il y a des dépêches. Monsieur Paget, ce n'est qu'un prétexte. Je dirai à Sœur Eustache. Il tressaillit de nouveau. Décidément, cet homme était tout en nerfs. Que voulez-vous savoir? Son ton de martyr me fit sourire. Oh, tout. Les tableaux, les oliviers, les... Je m'arrêtais à court d'imagination. Quel est votre tableau préféré à Florence? C'est la Madone, enfin Raphaël. Belle Florence, murmurai-je, sentimentale. Les rives pittoresques de l'Arno. Quel fleuve magnifique. Et le Duomo, vous vous rappelez le Duomo? Certainement. C'est bien un beau fleuve, hein, le Duomo, n'est-ce pas? Hasardai-je. Presque plus beau que l'Arno. Oh, vous avez raison, je le trouve bien mieux, dit-il. Enhardi par le succès de mon subterfuge, j'allais plus loin. Monsieur Paget se livrait, pieds et poings liés, par tout ce qu'il avait le malheur de dire. De sa vie, il n'avait vu Florence. Mais s'il n'était pas allé à Florence, où était-il allé? En Angleterre? Au moment de l'assassinat dans la villa du Moulin à Marlow? Je risquai un pas audacieux. Il me semble, dis-je, que je vous ai déjà vu quelque part. Je dois me tromper puisque vous étiez à Florence à ce moment-là et pourtant, je l'observais, il avait un air traqué. Il passa sa langue sur ses lèvres sèches. Mais où ai-je cru vous apercevoir? Terminai-je sa phrase. À Marlow. Vous connaissez Marlow? Ah, mais oui, Sœur Eustache, il y a une villa, n'est-ce pas? Mais, avec une excuse bredouillée à la hâte, ma victime se leva et s'enfuit. Vous voyez, Suzanne, dis-je la nuit même à Mrs. Blair, qu'il était en Angleterre, à Marlow, au moment de l'assassinat. Êtes-vous toujours sûre de la culpabilité de l'homme au complet marron? Je ne suis sûre que d'une chose, dit Suzanne en clignant de l'œil. Ah oui, laquelle? C'est que l'homme au complet marron est plus beau que ce pauvre monsieur Paget. Oh, allons, Anne, ne vous fâchez pas, je vous taquinais. Asseyez-vous, causons, je ne plaisante plus. Vous avez fait là une découverte importante. Jusqu'à présent, nous croyons que Paget avait un alibi, il n'en a plus. Nous devons le surveiller, lui et tous les autres. Ah, autre chose maintenant. Le côté finance. Non, ne levez pas le nez en l'air. Je sais que vous êtes follement orgueilleuse et indépendante, mais rendez-vous au bon sens. Nous sommes des associés. Je ne vous donnerai pas des sous parce que je vous aime bien ou parce que vous êtes orpheline et seule au monde. Mais le fait est que je veux un frisson et que je suis prête à le payer. Nous allons nous embarquer dans cette aventure sans souci de frais. Primo, je vous invite à l'hôtel Nelson, au Cap. Sœur Eustache y descendra aussi et de là, il ira en Rhodésie. Il aura un train spécial et l'autre jour, au bal masqué, après son 4e verre de champagne, il m'a proposé de l'accompagner. Je le prendrai au mot. Bon, dis-je, alors vous surveillerez Sœur Eustache et Paget et je me chargerai de Chichester. Quant au colonel Race, Suzanne me regarda curieusement. Voyons, Anne, vous ne soupçonnez tout de même pas. Je soupçonne tout le monde, même les personnes les plus invraisemblables. Le colonel Race, lui aussi, part pour la Rhodésie, fit Suzanne pensive. Si nous pouvions le faire inviter par Sœur Eustache... Mais vous pouvez tout ce que vous voulez. J'aime les compliments, ronronna Suzanne. J'étais trop excitée pour me coucher immédiatement. C'était ma dernière nuit à bord. Je montais sur le pont, désert et noir. Il était minuit passé. Une brise fraîche soufflait. Je m'appuyais sur le parapet, suivant des yeux la trace phosphorescente du navire. Il s'élançait vers le sud à travers les eaux ténébreuses. Je restais immobile, songeuse, perdue dans mon rêve. Soudain, j'eus l'impression curieuse qu'un danger me menaçait. Je n'avais rien entendu, mais je le sentis instinctivement. Une ombre se glissait derrière moi. Comme je me retournais, elle fit un bond. Une main grippa ma gorge, étranglant mes cris. Je luttais désespérément, mais j'avais peu de chance d'en réchapper.
À demi étranglé, je mordais et je griffais comme savent faire les femmes. L'homme était handicapé par la nécessité de m'empêcher de crier. S'il avait réussi à me saisir à l'improviste, il aurait eu vite fait de me lancer par-dessus bord. Les requins auraient fait le reste. Je me sentis faiblir. Mon agresseur dut s'en rendre compte. Il redoubla d'efforts. Soudain, sans bruit, une autre ombre nous rejoignit. D'un coup de poing formidable, elle envoya rouler mon adversaire sur le sol. Délivrée, tremblante, je m'appuyais contre le parapet. Mon sauveur se tourna vers moi. « On vous a fait mal ?» Sa voix vibrait sauvagement, menaçant celui qui avait osé me faire mal. Avant même qu'il parlât, je l'avais reconnu. C'était mon homme, l'homme à la cicatrice. Mais cet unique moment avait suffi à l'ennemi terrassé. Rapidement, comme un éclair, il s'était levé et avait gagné le large. Avec un juron, Reben se jeta à sa poursuite. Je le suivis K1, K1. Sur le seuil du salon, un homme gisait. Reben était penché sur lui. « Vous l'avez frappé à nouveau ?» chuchotai-je. Je n'en ai pas eu besoin. Je l'ai trouvé gisant sur le seuil. Il a dû se cogner à la porte. Voyons un peu qui c'est. Reben fit flamber une allumette. Nous jetâmes une exclamation. C'était Guy Paget. Reben paraissait absolument confondu. « Paget !» marmonna-t-il. « Mon Dieu, Paget !» Je pris un petit air de supériorité. « Vous semblez surpris. »« Vous pas? Vous l'avez reconnu quand il vous a attaqué ?»« Ben non, il faisait trop noir, mais quand même, je ne suis pas étonné. » Il me fixa d'un œil soupçonneux. « Mais que venez-vous faire dans cette galère? Que savez-vous au juste ?»« Pas mal de choses, monsieur Lucas. » Il me saisit par le bras si violemment que je faillis jeter un cri. « Où avez-vous pris ce nom ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Ce n'est peut-être pas le vôtre, dis-je suavement. Préférez-vous que je vous appelle l'homme au complet marrant ?» Pétrifié de surprise, il lâcha mon bras et recula. « Êtes-vous une femme ou une sorcière ?»« Non, je suis une amie. Je vous ai offert mon aide une fois, je vous l'offre à nouveau. Vous en voulez ?»« Ah non, pas de femme. Assez. » De nouveau, je me sentis envahi par les démons de l'orgueil et de la colère. « Ne savez-vous donc pas, dis-je, que vous êtes en mon pouvoir? Un mot de moi au capitaine et... Dites-le, raya-t-il. Puis s'avançant brusquement, ignorez-vous, ma belle, que j'ai toute puissance sur vous en ce moment? Si je vous prenais à la gorge d'un mouvement soudain, il exécuta sa menace. Tenez, comme ça. Si je vous étranglais, si je jetais votre corps au requin, qu'est-ce que vous en dites? Je ne dis rien, je ris, et pourtant je savais que le danger était réel. Il me haïssait à ce moment-là, mais j'aimais ce danger. J'aimais ses mains sur ma gorge. Je n'aurais changé cette minute-là contre aucune autre de ma vie. Avec un éclat de rire, il me lança. « Mais comment vous appelez-vous ?»« Anne Bedingfeld. »« Vous n'avez peur de rien, Anne Bedingfeld. » Il secoua du pied le corps évanoui de Paget. « Qu'allons-nous en faire? Le jeter par-dessus bord ?» dit-il négligemment. « Si vous voulez, répondis-je avec le même calme. J'admire votre férocité, Miss Bedingfeld, mais nous les laisserons reprendre connaissance. Il n'est pas sérieusement blessé. Vous vous reculez devant un second assassinat? Un second assassinat? La femme à Marlowe, rappelai-je, l'observant pour voir l'effet de mes paroles. Son visage devint sinistre. Il semblait avoir oublié ma présence. J'aurais pu la tuer, dit-il. Je crois même que je le voulais. Une haine farouche envers la morte m'embrasa. J'aurais pu la tuer, moi, si elle était ressuscitée, car pour les détester ainsi, il avait dû l'aimer. Je me repris d'une voix normale. Je crois que nous avons tout dit, excepté bonne nuit. Bonne nuit et adieu, Miss Bedingfeld. Au revoir, monsieur Lucas. Il tressaillit de nouveau et avança d'un pas. Pourquoi me dites-vous au revoir? Parce que je crois que nous nous reverrons. Ben, j'espère bien que non. Son impertinence ne me blessa pas. Au contraire, j'éprouvais une satisfaction secrète. Je ne suis pas si sotte que j'en ai l'air. Malgré tout, dis-je gravement, je crois que nous nous reverrons. Et pourquoi? Je gardais le silence, incapable de m'expliquer. Jamais, dit-il avec une violence soudaine. Je ne veux plus jamais vous revoir.
Certes, c'était de la dernière insolence, mais je ne répondis que par un petit rire et disparus dans l'obscurité. Je l'entendis faire un pas à ma poursuite, puis s'arrêter et me jeter un seul mot. Sorcière! Encore un extrait du journal de Sir Eustache Pedler. Et oui, il tient un journal, cet homme, il s'y confie et nous apprenons bien des choses, souvent. Nelson, Hôtel Le Cap. Quel bonheur de ne plus être à bord de ce satané paquebot. Je me sentais tout le temps pris dans les mailles d'un réseau compliqué d'intrigues. Par-dessus le marché, Guy Padgett a dû s'engager dans une querelle d'ivrogne à la veille de notre arrivée, car ce ne peut être que ça, malgré toutes ces explications. Hein. Que dois-je penser d'un homme qui m'arrive avec un œil poché et un bleu énorme sur le front? Naturellement, si je l'écoutais, je croirais que c'était là le résultat de son dévouement pour moi. Il m'a raconté une vague histoire, étrange, sans queue ni tête. Il paraît qu'au milieu de la nuit, après avoir tapé mes dépêches, il a aperçu une ombre qui se faufilait près de ma cabine. Il l'a suivi. En voilà une idée Padgett de suivre un pauvre diable qui souffre d'insomnie. Il est tout naturel qu'il vous ait donné un bon coup dans l'œil. Mais vous ne m'avez pas écouté jusqu'au bout, Sir Eustache. Je suis sûre que c'était... Et Padgett, respirant bruyamment, comme il le fait toujours à ces moments d'émotion, se rapprocha de moi. Que c'était Rayburn. Rayburn? Mais pourquoi diable aurait-il voulu me réveiller au milieu de la nuit? Il y a là un mystère, Sir Eustache. Autrement, pourquoi m'aurait-il assailli si brutalement? Vous êtes sûr que c'était lui? Absolument sûr, Sir Eustache. Padgett, ne m'envoyez pas de postillon et respirez moins fort. Mais dis-moi d'abord, où est-il ce Rayburn? En effet, mon deuxième secrétaire a disparu. Depuis que nous avons quitté le paquebot, il ne s'est pas montré. Tout cela est très ennuyeux. Un de mes secrétaires s'évanouit dans le bleu et l'autre marine avec la mine d'un boxeur battu. Je ne peux pas le prendre avec moi dans cet état-là. Je serai la risée du Cap. J'ai rendez-vous dans la journée pour remettre le billet doux du vieux Milleray, mais je laisserai Padgett à l'hôtel. Il m'agace avec ses mystères. Plus tard, il est arrivé une chose très sérieuse. Je suis allé voir le Premier ministre avec la lettre cachetée de Milleray. Quand il l'a ouverte, il y avait une feuille blanche dedans. Me voilà dans un beau pétrin. Pourquoi me suis-je laissé embobiner par ce vieil idiot de Milleray? Padgett se repaît d'une sorte de satisfaction lugubre qui me porte superlativement sur les nerfs. Supposez un instant, Sir Eustache, que Rayburn, par hasard, ait saisi au vol des bribes de votre entretien avec M. Milleray dans la rue. Rappelez-vous, il n'avait pas de lettre. Vous croyez que Rayburn est un malfaiteur? C'est l'opinion de Padgett, et je commence à croire qu'il a peut-être raison. Mais je préfère ne pas soulever trop de bruit autour de cette affaire. Quand on a fait l'idiot, on n'aime pas que les autres s'en aperçoivent. C'est pas l'idée de Padgett, lui. Il a insisté sur des mesures énergiques et finalement, bien entendu, je l'ai laissé faire. Il a couru au commissariat de police, envoyé des dépêches innombrables et offert des whisky soda à mes frais à quantité d'agents anglais et hollandais. Ce soir, nous avons reçu la réponse de Milleray. Il ne m'a jamais envoyé de secrétaire. Plus tard. Padgett est dans son élément. Il déborde d'idées plus brillantes les unes que les autres. Le voilà qui affirme que Rayburn n'est autre que le fameux homme au complet marron. Peut-être a-t-il raison. Il a toujours raison. Mais tout cela commence à m'ennuyer. J'espère partir le plus tôt possible pour la Rhodésie. J'ai expliqué à Padgett que je ne le prendrai pas avec moi. Vous devez rester ici, mon ami, dis-je. On vous demandera d'identifier Rayburn. En outre, j'ai à sauvegarder ma dignité de membre du Parlement anglais et je ne peux pas traîner derrière moi un secrétaire qui a l'air de sortir d'une vulgaire querelle d'ivrogne. Pauvre Padgett, cet œil poché est un malheur pour un homme si éminemment respectable. Mais que ferez-vous de votre courrier, Sir Eustache, et des notes pour votre discours? Ça s'arrangera, dis-je à la légère. Votre wagon spécial sera attaché au train de 11 h demain matin. J'ai tout préparé. Mrs. Blair prend-elle sa femme de chambre? Mrs. Blair? M'exclamai-je. Elle m'a dit que vous l'aviez invitée, répondit Padgett.
En effet, maintenant je m'en souviens, la nuit du bal masqué. Mais je croyais jamais qu'elle me prendrait au mot. Mrs. Blair est charmante, mais au diable si j'ai envie de passer 5 jours en sa compagnie. Les femmes sont tellement encombrantes. Ai-je invité quelqu'un d'autre? Demandai-je nerveusement. On ne se rappelle plus de ce qu'on fait à ces moments d'effusion. Mrs. Blair a l'air de croire que vous avez invité aussi le colonel Race. Je poussai un grognement. Oh, j'étais saoul, décidément. Et j'ai invité encore quelqu'un, Paget? Pas que je sache, Sir Eustache. Je poussai un soupir de soulagement, puis... Il reste Mrs. Bedingfeld. Elle venait en Rhodésie pour déterrer des fossiles, je crois. Et si je lui offrais d'être ma secrétaire par intérim? Elle m'a dit qu'elle savait pas taper à la machine. À mon grand étonnement, Paget a violemment protesté. Je ne sais pas ce qu'il a contre Anne Bedingfeld. Il seule le mystère par tous les ports. Moi, j'inviterais cette petite fille pour embêter Paget. Comme je l'ai déjà dit, elle a des jambes adorables. Ah, ça se corse. Anne reprend son récit. Donc maintenant, c'est Anne qui parle. Jamais je n'oublierai le moment où j'ai vu pour la première fois la montagne de la table. Je me levais très tôt et je montais sur le pont. Des nuages blancs flottaient sur la cime. À ses pieds, au bord de la mer, la ville dormait, dorée par le soleil éclatant. J'en eus la respiration coupée et cette drôle de douleur aiguë qu'on ressent tout à coup en face de quelque chose de trop beau. Je compris que c'était là ce que je cherchais depuis que j'avais quitté mon village. Quelque chose d'immense qui assouvissait ma soif d'aventure. Anne Bedingfeld, me disais-je, Anne Bedingfeld, ma petite, c'est l'Afrique du Sud, c'est le vaste monde. Anne, ma fille, tu vis. Une silhouette s'approcha du parapet. Je savais qui c'était. À la lumière du soleil, la scène nocturne semblait irréelle et mélodramatique. Miss Bedingfeld? Oui, je me retournai. Je voudrais vous faire mes excuses. Je me suis conduit comme une brute. Me pardonnerez-vous? Silencieusement, je lui tendis la main. Il la serra. Il y a autre chose que je tiens à vous dire, Miss Bedingfeld. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes mêlée à une affaire dangereuse. Vous ne vous rendez pas compte à quel point. Elle ne vous concerne pas en réalité. Ne vous laissez pas tenter par la curiosité et ne vous immiscez pas dans les affaires des autres. Ne vous fâchez pas. Je ne parle pas de moi, hein, mais ces hommes ne s'arrêteront devant rien. Ils sont impitoyables. Voyez, cette nuit déjà, on a voulu en finir avec vous. Ils croient que vous savez quelque chose. Votre seul moyen est de les persuader du contraire. Si vous tombez dans leurs mains, n'essayez pas de faire la maligne. Dites la vérité, c'est votre unique chance. Oh, vous me donnez la chair de poule, monsieur Rayban. Mais pourquoi vous prenez-vous la peine de m'avertir? C'est peut-être la dernière chose que je puisse faire pour vous. Qui sait si on me laissera descendre? Vous n'êtes pas la seule qui sache que je suis l'homme au complet marron. Non, non, je ne doute pas de vous, mais il y en a un autre qui le sait. J'espère qu'il ne parlera pas, parce qu'il aime jouer la partie, peut-être tout seul. Une fois pris par la police, je ne pourrai plus lui être utile. En liberté, peut-être aura-t-il encore besoin de moi. Beau joueur, il jouait avec le destin. Il savait perdre en souriant. L'espace d'un instant, ses yeux clairs brûlèrent les miens. Puis il se détourna brusquement et partit. J'avoue franchement que les 2 heures qui suivirent furent désagréables. Ce n'est que lorsque je descendis du paquebot, sur qu'aucune arrestation n'avait été opérée à bord, que je m'aperçus combien la journée était belle et quelle faim de loup j'avais. Suzanne m'emmena à l'hôtel. Après le petit déjeuner, je contemplais le paysage par la fenêtre. J'avais une chambre donnant sur la montagne, à côté de celle de Suzanne. Celle-ci cherchait déjà une crème de beauté spéciale. Ce ne fut qu'après qu'elle l'ait trouvée, et après une double application de ladite crème, qu'elle se montra disposée à m'écouter. Nous décidâmes d'attendre encore quelque temps avant de dresser notre plan de bataille. À 11 heures, des amis de Suzanne vinrent la chercher pour déjeuner. Après une flânerie solitaire à travers la ville ensoleillée, je revins à l'hôtel vers 4 heures et j'y trouvai à ma grande surprise un petit mot du conservateur du musée. Il venait de lire sur la liste des passagers du Kilmorden Castle le nom de la fille du défunt professeur Bedingfeld qu'il avait connu
et admirait. Lui et sa femme seraient chargés de m'offrir le thé chez eux à Muizenberg. Ils me donnaient toutes les instructions nécessaires pour trouver mon chemin. Cela me faisait plaisir de voir qu'on se souvenait de mon pauvre papa. Je prévoyais que j'aurais à admirer tous les fossiles du musée avant de quitter la ville, mais tant pis, je le ferai par pitié envers la mémoire de mon père. Je mis mon plus beau chapeau, un des vieux chapeaux que m'avait donné Suzanne, et ma robe la moins chiffonnée, et je pris le train pour Muizenberg. En moins d'une demi-heure, j'étais arrivée. L'endroit était charmant. Non sans difficulté, je trouvais la villa. Elle était située de l'autre côté de la montagne, un peu isolée. Je sonnai et un kaffir vient m'ouvrir. Je suppose que ce kaffir, c'est un serviteur. Hein. « La signora Raffini ?» demandai-je. Il me fit entrer et, me précédant dans le couloir, ouvrit une porte. Sur le seuil, j'hésitais. Une intuition subite me fit frémir d'angoisse. Mais je passai le seuil de la porte et la porte se referma avec un bruit sourd. Un homme, assis à son bureau, se leva et vint à moi la main tendue. « Enchanté de vous voir, Miss Bedingfeld. » Il était grand de taille et portait une épaisse barbe rousse. Un Hollandais probablement. Il ne ressemblait pas le moins du monde à un conservateur de musée. En un clin d'œil, je compris la sottise que j'avais faite. J'étais entre les mains de l'ennemi. Chapitre 19. Tout ceci me rappelait étrangement l'épisode 3 des aventures de Pamela. Oui, une aventure qu'elle aimait suivre à Anne. Moi, assise au balcon, une place à 6 pence, dévorant des yeux le film, croquant une tablette de chocolat au lait et rêvant de me trouver dans une situation semblable. Voici enfin qu'il arrivait chose pareille, mais je ne me trouvais pas ça aussi amusant que je l'avais cru. C'est très joli sur l'écran quand on est bien sûr qu'il y aura un épisode 4. Mais en réalité, il n'y a aucune garantie qu'Anne, l'aventurière, ne finisse pas brusquement sa vie à la fin de n'importe quel épisode. Ouais, j'étais dans la souricière. Tout ce que Reborn m'avait dit pas plus tard que ce matin me revenait à la mémoire. « Dites la vérité, me dit-il. En quoi cela m'aiderait-il ? Jamais on ne croirait que j'avais fait cette escapade folle sur la foi d'un bout de papier sentant la naphtaline. Quelle histoire abracadabrante ! En cette minute de bon sens, je maudissais ma soif d'aventure, idiote et mélodramatique, et j'aurais tout donné pour le paisible ennui de mon petit village. Tout ceci traversant mon esprit avec une rapidité foudroyante, je fis un mouvement instinctif vers la porte. Mon interlocuteur ricana. « Vous y êtes ? Vous y resterez, dit-il. J'ai été invité par le conservateur du musée municipal du Cap. Si j'ai fait une erreur... Une erreur ? Oh oui, une erreur considérable. Il éclata de rire. Mais de quel droit me retenez-vous ici ? J'informerai la police. Dirait-on pas un chien qui aboie ? Mais vous êtes un fou dangereux, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment ? Je voudrais que vous sachiez que mes amis savent parfaitement où je suis allée et que si je ne suis pas de retour ce soir, ils viendront me chercher. Compris ? Bien vrai ? Vos amis savent où vous êtes ? Et de quel ami parlez-vous, s'il vous plaît ? Je calculais mentalement mes chances. Nommerais-je Sir Eustache ? Il était une personnalité marquante et son nom ferait peut-être de l'effet. Mais s'il était en contact avec Paget, il saurait que je mentais. Mieux valait ne pas risquer un mensonge. « Mrs. Blair, dis-je, l'amie que j'accompagne. »« Comment le saurait-elle ? Vous ne l'avez pas vue depuis 11 heures ce matin. »« Ah, vous êtes très fin, monsieur, dis-je. Mais peut-être avez-vous entendu parler de cette invention utile qui s'appelle le téléphone. Elle m'a téléphoné avant mon départ et je lui ai dit où j'allais. » À ma grande stupéfaction, une ombre d'inquiétude passa sur son visage. Il n'avait pas songé que Suzanne pourrait me téléphoner. Quel malheur qu'elle ne l'eût pas fait en réalité. « Assez de bavardage, dit-il rudement. Qu'allez-vous faire de moi ? Vous mettre en état de ne plus nous nuire, au cas où vos amis viendraient vous chercher. » Un instant, mon sang se glaça, mais la phrase suivante me rassura. « Demain, vous aurez à répondre à certaines questions, et quand ce sera fait, on verra, ma petite. On en a fait parler d'autres que vous. » Ce n'était pas gai et c'était un sursis. J'avais une journée pour réfléchir. Cet homme obéissait évidemment aux ordres d'un supérieur.
Ce supérieur était-il pas jet? Il appela de Kaffir. On m'amena au second. Malgré ma résistance, on me bâillonna et me déposa pieds et poings liés dans une mansarde poussiéreuse sous les toits. Le Hollandais me fit un salut moqueur et se retira, fermant la porte derrière lui. J'étais sans défense. Mes liens étaient si solides qu'il n'y avait pas moyen de les détacher. Le baillon m'empêchait de crier. Même si quelqu'un passait sur la route déserte devant la maison, on ne m'entendrait pas. En bas, une porte se referma. Le Hollandais sortait, sans doute. C'était affolant de ne pouvoir rien. Je tirais sur mes nœuds, mais ils étaient solides. Finalement, je renonçai à tout effort et m'endormis ou m'évanouis. Quand je me réveillais, tout mon corps était douloureux. Il faisait noir, la lune montait dans le ciel. Le bâillon m'étouffait à moitié et la douleur était presque insupportable. C'est alors que j'aperçus un tesson dans un coin de la pièce. Un rayon de lune le faisait briller, et ce scintillement avait attiré mon regard. Une idée me vint. Mes jambes et mes bras étaient liés, mais ne pouvais-je pas rouler? Lentement, maladroitement, je me mis en mouvement. Ce n'était pas facile. Mon corps était tout endolori. Je ne pouvais protéger mon visage avec mes mains, et le plus compliqué était de me mouvoir dans la direction voulue. Je roulais de tous les côtés. Finalement, je parvins au tesson. Il effleurait mes mains, liées. Cela me prit beaucoup de temps d'appuyer le débris de verre contre le mur de façon qu'il frottât mes liens. L'opération fut si longue et si douloureuse que je désespérais presque. Mais en fin de compte, je réussis à scier les cordes qui serraient mes poignets. Le principal était fait. Le reste n'était qu'une question de temps. Je rétablis la circulation du sang en frottant vigoureusement mes poignets et ôtai ensuite mon bâillon. En respirant librement, je crus ressusciter. Lorsque j'eus défait jusqu'au dernier nœud, chancelante, je me redressai, fis des mouvements rythmiques pour retrouver l'usage de mes membres et me glissai vers la porte seulement lorsque je fus sûre de mes forces. Comme je l'espérais, elle n'était pas fermée à clé. Tout était désert et silencieux. La lune par la fenêtre éclairait l'escalier poussiéreux. Je m'y faufilai, très circonspecte. Sur le palier, un bruit de voix parvint à mes oreilles. Je fis la morte. Au mur, une horloge marquait minuit. Avec des précautions infinies, je descendis l'escalier et aperçus dans le hall un jeune Kaffir. Il ne m'avait pas vu. Bientôt, je me rendis compte, en écoutant sa respiration, qu'il dormait à poing fermé. Reculerai-je? Avancerai-je? Les voix venaient de la pièce où l'on m'avait conduite à mon arrivée. L'une d'elles était celle de mon ami hollandais. L'autre me semblait vaguement familière. Je décidai que mon devoir était d'essayer d'écouter. Je risquerais d'éveiller le Kaffir, mais il le fallait. Je me glissai devant lui, sur la pointe des pieds, m'agenouillai devant la porte et appliquai au trou de la serrure l'œil au lieu de l'oreille. L'interlocuteur était bien mon Hollandais, l'autre me tournait le dos, mais je reconnus ce dos noir et décoratif avant même de voir le visage. Monsieur Chichester, le révérend père. Tout de même, il y a du danger. Si ses amis venaient la chercher, du bluff, répondit Chichester. Il avait laissé tomber sa voix suave de missionnaire. Du bluff! Ils ne peuvent pas savoir où elle est. Quoi qu'il en soit, c'est l'ordre du colonel. Vous n'allez pas lui désobéir. Mais pourquoi ne pas l'assommer tout simplement? Grogna le Hollandais. Ce serait bien plus commode. Le bateau est là, on pourrait l'emmener en mer. C'est ce que je ferai, répondit Chichester. Et n'en sait plus long, ça ne fait pas de doute. Mais le colonel a un renseignement quelconque à tirer d'elle. Les diamants, pensai-je. Ensuite, leur conversation me devint incompréhensible. Des noms, des dates, des calculs. Finalement, Chichester déclara. « Bon, je montrerai tout ça au colonel. Quand partez-vous? Demain à 10h du matin. Voulez-vous la voir avant de partir? Non, personne ne doit la voir avant l'arrivée du colonel. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout à l'heure, elle semblait dormir. Faut-il lui donner à manger? Un peu de jeûne ne lui fera pas de mal. Elle répondra mieux au colonel si elle a faim. Jusqu'à ce qu'il vienne, laissons-la comme elle est. Elle est bien garrottée. Oh, je te crois.
Ils rirent tous les deux, moi aussi en retenant ma respiration. Puis, à la hâte, je battis en retraite. Il n'était que temps. À peine étais-je remonté que j'entendis la porte s'ouvrir et le Kafir remuer et se lever. Je me retirai dans ma mansarde et me recouchai en rassemblant mes liens autour de moi au cas où il voudrait jeter un coup d'œil. Mais il n'en fut rien. 1 heure après, je ressentis avec les mêmes précautions. Le Kafir veillait et sifflotait doucement. Comment ferais-je pour m'échapper de la maison? Je dus attendre jusqu'au matin. J'entendis les hommes déjeuner en bas. Mes nerfs se crispaient. Comment diable sortirais-je? Je me prêchais la patience. Un mouvement trop brusque me perdrait. Après le déjeuner, j'entendis partir Chichester. À ma joie, le Hollandais sortit aussi. J'attendis, haletante. En bas, les Kafirs desservaient la table. Les bruits divers parvenaient à mes oreilles. Et puis tout retomba dans le silence. Une fois de plus, je quittais ma prison. Doucement, je me glissais dans l'escalier. Le hall était vide. En un clin d'œil, je le traversai et me trouvai dehors. Je courus comme une enragée. Une fois dans les rues, je repris mon pas normal. On me regardait curieusement. J'étais toute couverte de poussière. Je m'étais si longtemps roulée sur le sol. Enfin, j'arrivai à un garage et j'entrai. J'ai eu un accident, expliquai-je. Conduisez-moi immédiatement au Cap. Il faut que je prenne le bateau pour Durban. Je voulais savoir si Chichester partait pour Durban. Il ne saurait pas que je l'avais vu à Muizenberg. Il tâcherait de me prendre une fois de plus. Mais j'étais avertie. Il était l'homme que je poursuivais, l'homme qui cherchait les diamants pour le mystérieux colonel. Hélas, comme le taxi arrivait au port, le Kilmorden Castle volait déjà en pleine mer. Comment saurais-je si Chichester avait pris le paquebot? Eh bien voilà. Notre lecture pour aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a plu. Aïe, 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 aïe. Chichester est-il dans le bateau? Est-il en mer? Que va-t-il se passer? Bien, nous le saurons demain à 17h. Je vous retrouve. D'accord? Allez, en attendant, restez chez vous. Restez chez vous. Voilà, essayez de trouver des choses à faire. Pensez aux infirmières. À 20h, on se retrouve aux fenêtres et balcons pour les applaudir, pour demander des masques et qui sait, peut-être chanter notre chanson. Voilà. Allez, gros bisous. Mouah.